Pierre Loti, Carmen Sylva. Au courant de ma vie errante, il m'est arrivé une fois de m'arrêter dans un château enchanté chez une fée. Le son lointain du cor dans les bois a le pouvoir de faire revivre pour moi les moindres souvenirs de ce séjour. C'est que le château de la fée était situé au milieu d'une forêt profonde dans laquelle on entendait constamment des trompettes militaires au timbre grave se répondre comme de très loin. Ces sonneries étranges, inconnues, avaient une mélancolie à part, semblaient les appels magiques dans l'air sonore qu'on respirait là, l'air silencieux, vif et pur des cimes. La musique a pour moi une puissance évocatrice complète. Des lambeaux de mélodie ont conservé à travers le temps le don de me rappeler mieux que toutes les images certains lieux de la terre, certaines figures qui ont traversé mon existence. Donc, quand j'entendis au loin des trompes sonner, je revois tout à coup, aussi nettement que si j'y étais encore, un boudoir royal, car la fée dont je parle est en même temps une reine, donnant par de hautes fenêtres gothiques sur un infini de sapins verts serrés les uns aux autres comme dans les forêts primitives. Le boudoir, encombré de choses précieuses, est d'une magnificence un peu sombre, dans des teintes sans nom, des grenats atténués tournant au fauve, des ors obscurcis, des nuances de feu qui s'éteint. Il y a des galeries comme de petits balcons intérieurs. Il y a de grandes draperies lourdes masquant des recoins mystérieux dans les tourelles. Et la fée me réapparaît là, vêtue de blanc avec un long voile. Elle est assise devant un chevalet et peint sur parchemin, d'un pinceau léger et facile, de merveilleuses enluminures archaïques où les ors dominent tout, à la manière byzantine. Un travail de reine du temps passé, commencé depuis 3 années, un missel sans prix, destiné à une cathédrale. Le costume blanc de la fée est de forme orientale, tissé et lamé d'argent. Mais le visage, qui s'encadre sous les plis transparents du voile, a ce je ne sais quoi d'adouci, de nuageux, qui n'appartient qu'aux races raffinées du Nord. Et pourtant, il règne dans tout l'ensemble une si parfaite harmonie qu'on dirait ce costume inventé précisément pour la fée qui le porte. Pour cette fée qui a écrit elle-même quelque part « La toilette n'est pas une chose indifférente, elle fait de vous un objet d'art animé, à condition que vous soyez la parure de votre parure. » Avec quel mot décrire les traits de cette reine? Comme la chose est délicate et difficile, il semble que les expressions ordinaires qu'on emploierait en parlant d'une autre deviennent tout de suite irrévérencieuses, tant le respect s'impose dès qu'il s'agit d'elle. L'éternelle jeunesse est dans son sourire. Elle est sur ses joues d'un inaltérable velouté rose. Elle brille sur ses belles dents claires comme de la porcelaine. Mais ces magnifiques cheveux que l'on voit à travers le voile semés de paillerettes argentées sont presque blancs. Les cheveux blancs, a-t-elle écrit dans ses pensées, sont les pointes d'écume qui couvrent la mer après la tempête. Et comment exprimer le charme unique de son regard, de ses yeux gris limpides, un peu enfoncés dans l'ombre sous le front large et pur? Charme de suprême intelligence, charme d'infinie profondeur, de discrète et sympathique pénétration, de souffrance habituelle et d'immense pitié. Très changeante est l'expression de ce visage, bien que le sourire y soit presque à demeure. Cela fait partie de notre rôle à nous, me dit-elle un jour, de constamment sourire comme les idoles. Mais ce sourire de reine
a bien des nuances diverses. Quelquefois, c'est tout à coup de la gaieté franche, presque enfantine. Très souvent, c'est un sourire de mélancolie résignée. Par instant même, de tristesse sans borne. Des chagrins qui ont blanchi les cheveux de cette souveraine, il en est un que je sais, que je puis mieux que personne comprendre, et qui m'est permis de dire, au milieu de grands jardins d'une résidence royale, on m'a conduit par son ordre au tombeau d'une petite princesse qui lui ressemblait, qui avait hérité de ses traits et de son beau front large. Sur le tombeau, j'ai lu ce passage de l'Évangile. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et en effet, la petite statue couchée semble dormir paisiblement dans sa robe de marbre. Ne pleurez pas. Pourtant la mère de la petite endormie pleure encore, pleure amèrement son enfant unique. Et voici une phrase d'elle qui souvent me revient à la mémoire, comme si une voix la redisait en dedans de moi-même avec une lenteur funèbre. Une maison sans enfant est une cloche sans battant. Le son qui dort serait bien beau peut-être si quelque chose pouvait le réveiller. Oh, comme je me rappelle les moindres instants de ces causeries exquises dans ce boudoir sombre avec cette reine vêtue de blanc. Au commencement de ces notes, j'ai dit une fée, mais c'était une manière à moi d'indiquer un être d'essence supérieure. Aussi bien je ne pouvais pas dire un ange, car ce mot-là, on en a abusé au point d'en faire quelque chose de suranné, de ridicule. Et il me semble d'ailleurs que ce nom de fée, pris comme je l'entends, convient bien à cette femme. Jeune, avec une chevelure grise, souriante avec une extrême désespérance, fille du Nord et reine d'Orient, parlant toutes les langues et faisant de chacune d'elles une musique, charmeuse, toujours, ayant le don de jeter autour d'elle, quelquefois rien qu'avec son bon sourire, une sorte de charme bienfaisant, qui relève, qui rassérène, qui console. Donc je revois en esprit la reine avec son long voile. Je n'ose plus dire la fée, à présent que je l'ai désignée plus clairement. Elle est devant son chevalet, et elle me parle, tandis que les dessins archaïques qui semblent sortir tout naturellement de ses doigts s'enroulent sur le parchemin du missel. Auprès de Sa Majesté sont assises 2 ou 3 jeunes filles, ces demoiselles d'honneur. Jeune fille brune, dont le costume oriental est de couleurs orange étranges, tout doré et pailleté. Elles lisent ou elles brodent sur de la soie de grandes fleurs aux nuances anciennes. Elles relèvent leurs yeux noirs de temps à autre, quand la conversation qu'elles entendent les intéresse davantage. La place que Sa Majesté me désigne d'ordinaire est en face d'elles, près d'une fenêtre où une glace sans teint d'une seule pièce donne l'illusion d'une large ouverture à l'air libre sur la forêt d'alentour. C'est que, par un raffinement d'artiste, le roi a laissé la forêt sauvage primitive à 20 pas de ses murs par les fenêtres des appartements royaux. On ne voit plus que des sapins gigantesques, des dessous de branches, des dessous de bois, ou bien de grands lointains verts, les cimes boisées des Carpates, s'étageant les unes sur les autres dans l'air étonnamment pur. Et cette forêt qu'on sent là, tout près, répand dans le château magnifique une impression d'enchantement et de mystère. Des phrases entières de la reine me reviennent en mémoire avec leurs inflexions doucement musicales. Je répondais à demi-voix, car il y avait dans ce boudoir une sorte de recueillement d'église. Je me souviens aussi de ces silences, quelquefois
après qu'elle avait dit une chose profonde, dont le sens paraissait se prolonger au milieu de ce calme. Et c'est alors, dans ces intervalles, que j'entendais, comme venant des extrêmes lointains de la forêt, des sonneries militaires inconnues dont le timbre grave ressemblait à celui du corps. On était en automne et je me rappelle même ce détail infime, les derniers papillons, les dernières mouches entrées étourdiment pour mourir dans ce tombeau somptueux, battaient de leurs ailes tout près de moi la grande glace claire. J'ai dit que la voix de la reine était une musique, et une musique si fraîche, si jeune. Je ne crois pas avoir jamais entendu son de voix comparable au sien, ni jamais avoir entendu lire avec un charme pareil. Le lendemain de mon arrivée, Sa Majesté avait exprimé la curiosité de connaître mon impression sur certains poètes allemands nouveaux pour moi. Son secrétaire me mit en garde dans une causerie particulière. « Si la reine vous le lit elle-même, dit-il, vous ne pourrez pas juger, mais n'importe, ce que lit la reine semble toujours délicieux, comme les morceaux qu'elle chante. Mais aussi, si on prend le livre après pour le lire seul, ce n'est plus tout cela. On a souvent une complète désillusion. » J'ai pu voir ensuite combien cet avertissement était fondé. Ayant eu l'honneur d'assister à une lecture que Sa Majesté faisait aux dames de la cour de certains chapitres d'un de mes livres, je ne reconnaissais plus mon œuvre, tant elle me paraissait embellie, transfigurée. De tout ce château de Sinaïa, qui semble au milieu de cette forêt quelque vision d'artiste devenue réalité par la vertu d'une baguette magique, rien n'est resté si nettement gravé dans ma mémoire que ce boudoir de la reine. Il y a déjà du vague dans les images qui me reviennent de ces longues galeries aux tentures pesantes, aux panoplies d'armes rares, de ces escaliers où circulaient des dames d'honneur, des huissiers, des laquais, de ces salles Renaissance qui faisaient songer à un Louvre habité, à un Louvre du temps des rois, de cette salle de musique favorable aux rêves, haute et obscure, à merveilleux vitraux, où était le grand orgue dont la reine jouait le soir. Tandis que je retrouve tout de suite, d'une manière complète, cet appartement où Sa Majesté voulait bien quelquefois m'admettre auprès de son chevalet ou de sa table de travail. Il semblait, quand on avait été autorisé à franchir ces doubles portes et ces draperies d'entrée, qu'on eût pénétré dans une région de haute célérité où tant de gens et de choses n'avaient plus le pouvoir d'atteindre. Et c'est toujours là, de préférence, que je me représente en pensée cette reine dont j'ai été l'hôte. Lorsqu'elle marchait à travers le boudoir, la blancheur de son costume tranchait sur le fond sombre des tentures ou des boiseries, rares, fouillées, à tout petit dessin, par des armées de sculpteurs. Lorsqu'elle était assise à travailler, de la place qu'elle m'avait indiquée le premier jour et que j'avais coutume de reprendre, je voyais son visage et son voile se détacher en avant d'une grande et superbe toile de Delacroix, la mise au tombeau du Christ. Et toujours, de chaque côté d'elle, assises, les jeunes filles en costume oriental, complétant ce tableau que j'aurais voulu peindre. De temps en temps, elles me remplaçaient, elles changeaient, ces petites demoiselles d'honneur, toutes très différentes les unes des autres par l'aspect et la physionomie. Quand l'une était partie, là-bas, à l'entrée, soulevant les portières aux grands plis lourds, il en apparaissait une nouvelle qui s'avançait sans bruit sur les tapis, après avoir fait d'abord le grand salut de cour, puis venait baiser la main de la reine, et quelquefois s'asseyait par terre à ses pieds, appuyant la tête sur ses genoux avec une câlinerie respectueuse. Et la reine alors expliquait,
avec un sourire maternel plein de mélancolie. Ce sont mes filles. Je crois que ce qui faisait surtout l'attrait antique de ce sourire, encore plus que tous les autres charmes, c'était l'extrême bienveillance, l'extrême bonté. Et comme j'ai bon souvenir aussi de toutes ces filles qui, pour le premier bonjour de la journée, me tendaient la main avec une simplicité et une grâce si gentilles, de si bonne compagnie. J'avais été surpris en arrivant à cette cour de les entendre toutes, malgré leur costume d'Orient, causer en pur français de toutes les choses intelligentes et nouvelles comme les Parisiennes du meilleur monde. Pour être même mieux que les vraies Parisiennes de leur âge, avec plus d'acquis, avec moins de convenus et de véritable frivolité. On sentait que la reine avait formé à son école cette pépinière de l'aristocratie roumaine, dont le français est la langue usuelle. La première fois que j'eus l'honneur de causer avec Sa Majesté, mon étonnement ne fut pas de l'entendre causer supérieurement de choses supérieures. Je savais d'avance qu'il en était ainsi. Mais en tant que reine et obligée au perpétuel sourire des idoles, il me semblait qu'elle avait dû rester ignorante de certains replis, de certaines souffrances de l'âme humaine. Et mon admiration fut grande de voir au contraire qu'elle connaissait à fond toutes les détresses, toutes les misères du cœur des plus petits, des plus humbles, aussi bien que celles du cœur des grands, des princes. Pour former ainsi cette souveraine, il a fallu son enfance austère et assombrie de tous les deuils, dans un château du Nord, son enfance tenue à dessein loin des cours et mise en contact avec les souffrances des pauvres gens qui vivaient sur le domaine paternel. Pour la rendre si bonne et si accessible à ceux qui pleurent, il a fallu une première éducation simple et familiale, comme celle sans doute qu'avaient reçue la princesse de Vide, sa mère, et la reine de Suède, sa tante. Ensuite est venue cette sorte de pèlerinage à travers l'Europe, à Londres, à Paris, à la cour de Berlin et à la cour de Saint-Pétersbourg, en compagnie de sa tante, la grande-duchesse Hélène de Russie. Et dans les pays où elle s'arrêtait, les maîtres les plus choisis, lui inculquant, comme le résumé transcendant de toutes les connaissances humaines, comme la quintessence de toutes les littératures. Et enfin, il y a eu ces années, déjà longues, passées sur le trône de Roumanie. Arrivée encore très jeune dans ce pays troublé qui se formait, elle a dû être obligée de regarder de près bien des drames, au grand étonnement de ses yeux purs. Alors, tout de suite, les veuves, les abandonnées, les mères sans enfants, les petites filles n'ayant plus de mère, sont devenues ses amies. Elle a jugé que son devoir de reine était de ne jamais repousser les confidences, même les plus sombres, qui lui venaient avec larmes. Et son rôle a été de relever, de réconcilier, de pardonner, d'effacer. Ses filles adoptives élevées au palais près d'elle ont toujours été choisies de préférence dans les familles sur lesquelles pesait quelque deuil ou quelque malheur mystérieux. Et toutes celles qui s'y sont succédées, qui en sont parties en pleurant pour suivre un mari, semblent avoir gardé pour la reine une complète adoration, une immense pitié qui semble détachée de tout, qui n'attend rien en retour, qui excuse tout, qui plane au-dessus de tout. C'est là, je crois, le don rare et un peu surhumain que le temps, la souffrance, les déceptions, les ingratitudes ont fait à cette reine. Mais avec sa nature ardente, avec son enthousiasme passionné pour tout ce qui est beau et noble, elle a dû passer par bien des surprises, des indignations, des révoltes, avant de venir à ce sourire ultra-terrestre qui semble à présent faire partie intégrante d'elle-même. Chacun de nous, presque, a eu son Gethsémani et son calvaire, a-t-elle écrit quelque part.
Ceux qui ressuscitent après n'appartiennent plus à la terre. Entre tant de souvenirs que j'ai gardés de ce château de Sinaïa, parmi les plus charmants, je retrouve les courses du matin dans les sentiers de la forêt. Ces moments-là étaient encore de ceux où il m'était permis de causer un peu longuement avec Sa Majesté. À Sinaïa, qui est une résidence en pays sauvage, très haut dans les Carpates, la vie de la cour était plus simple qu'au grand palais pompeux de Bucarest. Elle prenait même pendant ses promenades des allures presque familiales, tant les souverains y mettaient de bonne grâce. C'était vers 9 heures, généralement, au gai soleil des matinées déjà fraîches de fin septembre. Un huissier venait frapper à ma porte et me disait, avec son accent roumain, « Sa Majesté va sortir et vous demande en bas, monsieur le capitaine. » Alors je descendais vite, courant dans les escaliers, sur les épais tapis d'Orient entre les rangées de panoplies. En bas, au perron, je trouvais la reine souriante, sa belle taille aux lignes grecques, libre et droite, dans une toilette européenne de drap blanc, de costume roumain, et le long voile n'étant d'étiquette qu'à l'intérieur du château. À côté d'elle, en robe noire, s'appuyant à son bras, la princesse de Hohenzollern, mère du roi Charles Ier et mère de la feu reine de Portugal. Puis deux ou trois jeunes filles de la cour, non plus en costume oriental, mais habillées comme de petites élégantes d'Occident, en couleur neutre, un peu anglaise, ce qui faisait d'elle de toute autre personne tant la métamorphose était grande. L'air vif des montagnes semblait délicieux à respirer. Le soleil brillait clair, clair. C'était déjà la grande lumière magnifique des pays du Levant, malgré ce froid qui déroutait sous le ciel si bleu. Sur l'herbe et sur la mousse miroitaient des gouttelettes glacées, des petits cristaux de gelée blanche. Et nous partions par des sentiers sablés qui tout de suite s'enfonçaient dans la forêt sous les sapins géants. La reine semblait heureuse, tranquille. Son visage gardait comme toujours sa fraîcheur reposée. Et cependant, elle avait déjà travaillé 4 ou 5 heures, levée avant le jour, la première du château. Enfermée à la lueur d'une lampe dans un petit retiro luxueux, au milieu d'une tourelle, déjà elle avait fait sa tâche quotidienne, rédigé des lettres, des ordres, couvert plusieurs pages de sa belle écriture franche. Cela pour être libre ensuite de s'occuper de ses filles et de ses hôtes, de se livrer tout entière aux réceptions de la journée, à la musique, à la causerie et au jeu. Quelquefois le roi Charles était aussi de ses promenades du matin. Il arrivait, boutonné comme toujours dans sa tunique militaire, ce roi qui a été un soldat admirable. Puisque j'ai prononcé son nom, qu'il me soit permis de dire aussi un mot de son aspect à la fois bienveillant et grave. Des traits d'une régularité et d'une finesse extrême, encadrés dans une barbe très noire. Au front, un pli de réflexion profonde, de préoccupation peut-être, assombrissant habituellement le visage, mais le sourire éclairait tout, un sourire bon et attirant comme celui de la reine. Et tant de simplicité distinguée, tant de naturel dans la majesté royale, et pour ses hôtes, une si parfaite courtoisie. D'ordinaire, le roi s'isolait bientôt de quelques pas avec la princesse de Hohenzollern, et la reine elle-même, à cette époque-là, ne rompait plus les tête-à-tête de cette mère et de ce fils, unis par une si visible tendresse, et qui allaient se quitter bientôt. Car je me rappelle aussi cette journée d'adieu où la princesse repartit pour l'Allemagne et où nous allâmes tous la reconduire jusqu'à la frontière d'Autriche. C'est avec un sentiment de vénération tout spécial que je la retrouve dans mon souvenir, cette princesse mère, encore si jolie malgré les années,
dans ses longues dentelles et ses robes noires de vieille dame. Elle me paraissait être l'idéal de la princesse, et aussi l'idéal de la mère, ayant une ressemblance avec la mienne lorsqu'elle regardait son fils. Comme je ne suis pas roumain, comme je ne reviendrai sans doute jamais dans ce lointain château où j'ai été honoré d'une si inoubliable hospitalité, je me sens absolument libre de dire combien cette famille royale est de tout point exquise. Je voudrais seulement savoir exprimer cela dans des termes à part, ne ressemblant pas à des éloges de courtisans. À quelque distance du château, dans une clairière, il y a une maison de chasse étrange, en très vieux style gothique, emplie de fourrures d'ours, de cornes d'autruche, de têtes de sanglier et de cerfs. La reine y possède un cabinet de travail très mystérieux, très solitaire. Toute la demeure fait songer à quelque chalet de la Belle au bois dormant qui se serait conservé depuis le Moyen-Âge à l'abri des sapins. Là était chaque matin le lieu du rendez-vous général avant de rentrer au château s'habiller pour le dîner de midi. On y trouvait, arrivées par un autre chemin, les dames d'honneur et les filles de la reine qui n'avaient pas suivi la promenade dans la forêt. C'est là que j'ai entendu pour la première fois la reine nous lire elle-même une de ces nouvelles qu'elle signe Carmen Sylva. Un silence religieux s'était fait tout de suite dès que la musique de sa voix avait commencé de résonner. C'était une déchirante petite histoire, écrite avec une rare puissance dramatique. Je me rappelle encore quels frissons me passèrent tandis que je l'écoutais. Mais ce n'est pas le lieu dans ces notes rapides de parler de son talent d'écrivain. Je ne veux même pas effleurer ce sujet-là, qu'il faudrait traiter d'une façon bien autrement sérieuse dans de longs chapitres. Non, si j'ai parlé de cette lecture, c'est seulement pour conter une infime anecdote qui m'est restée dans la mémoire. Avant de commencer, la reine avait voulu prendre son lorgnon qui s'était agrafé à son corsage simple par un de ces diamants énormes qu'en ont seules les reines. Ses filles qui l'entouraient avaient protesté, disant « Non, ça ne va pas bien, votre majesté. Nous ne voulons pas que votre majesté cache ses yeux. C'est trop dommage. » Une, surtout, qui faisait l'enfant gâté tout près d'elle, s'y était opposée formellement, et la reine, souriante, s'était soumise. Mais, au bout de quelques pages, ses yeux s'étant voilés un peu, elle adressa à la jeune fille un sourire suppliant et dit de sa voix d'or, comme une prière, « Oh, mais c'est que cela me fatigue bien. » Cette toute petite phrase, prononcée sur ce ton par une reine, m'a semblé une chose adorable. Les hauts sapins qui nous entouraient de partout répandaient une demi-obscurité bleuâtre sur les boiseries à ogives de la salle où nous étions. On entendait un bruit d'eau se mêler à la voix de la reine. Un ruisseau qui passait près de la maison de chasse, descendant des sommets. Cependant, j'étais assez près de Sa Majesté pour pouvoir un peu suivre sur ces pages qui se retournaient. Et ma surprise fut grande de voir que ce qu'elle lisait en français était écrit en allemand. Il eût été impossible de le deviner, car il n'y avait aucune hésitation dans sa lecture charmante, et même ses phrases improvisées étaient toujours harmonieuses. Une seule fois, elle s'arrêta pour un mot qui ne venait pas, un nom de plante dont elle ne se rappelait plus l'équivalent français. « Oh !» dit-elle en promenant son regard sur le plafond. Et elle se mit à faire un petit battement impatient du pied, comme quelqu'un qui cherche. Puis tout à coup, secouant le bras de la jeune fille assise près d'elle, « Mais voyons, qu'est-ce que vous attendez pour me trouver ce nom-là, vous, petite bûche ?» Il fallait sa voix et son charme
pour faire de cette phrase très familière, qui lui semblait triviale dans la bouche d'une autre, quelque chose de souverainement distingué, de souverainement doux, quelque chose de tellement inattendu, de tellement drôle, que nous nous mîmes tous à rire. Et pourtant, c'était à un moment de cette lecture où des larmes nous montaient aux yeux, à nous qui écoutions si recueillis. Carmen Sylva, lisant elle-même ses propres œuvres, est la seule personne qui, avec une fiction, m'ait jamais ému jusqu'à me faire pleurer. Et c'est peut-être le plus grand éloge que je puisse faire de son talent, car même au théâtre où tant d'hommes s'attendrissent, cela ne m'arrive jamais. Je l'ai entendu une fois accomplir le même tour de force de traduction avec la langue roumaine. Elle lisait une vieille ballade des montagnes, et à livre ouvert la transposait en un français rythmé qui paraissait être de la poésie. Il semble que pour elle, une langue ou une autre soit un moyen à peu près indifférent de rendre sa pensée. Elle est en cela comme ces musiciens consommés qui jouent un morceau dans un ton ou dans un autre, avec la même aisance et la même intensité de sentiment. En terminant ces notes rapides, j'ai l'impression de n'avoir rien dit de ce que j'aurais désiré dire. Je voulais parler de Sa Majesté la Reine Élisabeth de Roumanie, et je me suis borné à tourner autour de mon sujet trop profond. J'ai décrit le cadre plutôt que la figure à laquelle j'ai à peine osé toucher d'une main légère, dans mon respect extrême et dans ma crainte de ne pas faire assez ressemblant, assez beau. J'espère que Sa Majesté ne m'en voudrait pas, si ceci tombait par hasard sous ses yeux, d'avoir tenté d'esquisser son ombre. Mais pourtant, cette phrase de ses pensées, dans laquelle on dirait qu'elle s'est peinte elle-même, m'épouvante un peu. Il y a des femmes majestueusement pures comme les cygnes. Froissez-les, vous verrez leurs plumes se hérisser une seconde, puis elles se détourneront silencieusement pour se réfugier au sein des flots. Pierre Loti, L'exilé, Bucarest, avril 1890. Ce matin-là, en entrant dans les appartements de la reine, j'avais été surpris d'y voir une profusion inaccoutumée de fleurs. Les salons, qui se commandaient par de grandes baies aux draperies relevées, étaient pleins de roses, comme des sanctuaires d'idoles hindous, les jours d'adoration. Sur tous les sièges, sur les banquettes dorées, les coussins d'Orient, les tables précieuses, des bouquets étaient posés. D'autres apparaissaient suspendus dans des jardinières de roseaux que nouaient des rubans aux couleurs du royaume. D'autres se tenaient debout sur des pieds, imitant des couronnes royales tout en boutons de rose d'un jaune d'or. Au fond sombre des appartements, dans une partie plus élevée qui formait tribune, au milieu de broderies aux nuances rares, se tenait l'idole martyre qu'on fêtait ce jour-là encore une fois. La reine, vêtue de blanc comme à son ordinaire, ses cheveux blancs aussi, encadrant son visage resté jeune, au sourire d'exquise et sereine bonté. Deux demoiselles d'honneur, assises par terre à ses pieds, décachetaient et lui lisaient des télégrammes de félicitations dont un plateau d'argent était rempli. Signé Humbert Ier, finissait de lire l'une d'elles, et l'autre reprenait. Ah, celui-ci, madame, est de la reine de Suède, qui souhaite à votre majesté. La reine leva la tête vers moi, qui entrait, et, souriante, avec une expression d'une mélancolie sans bornes, me donna l'explication que sans doute mes yeux demandaient. « Eh oui, c'est ma fête aujourd'hui. Ah, vous ne saviez pas, vous. J'avais défendu à ces petites filles de vous le dire. Je reçois déjà bien cette fleur, mon Dieu. » Et la fin inexprimée de la phrase signifiait
que la souveraine ne se laissait pas leurrer par cette profusion de roses. Des deux demoiselles d'honneur qui, ce matin-là, entouraient la reine, l'une devait bientôt rentrer dans l'obscurité. Mais l'autre était mademoiselle Hélène, qui eut plus tard ce malheur, immense pour une jeune fille, de remplir de son nom les journaux d'Europe à la suite de ses fiançailles éphémères avec le prince héritier. C'était une petite personne dont le premier aspect passait très inaperçu, mais qui charmait bientôt par son esprit. D'un étincelant enfantillage de surface, avec une âme compliquée en labyrinthe, un peu grisée de ses succès littéraires, de sa rapide fortune, ambitieuse peut-être, mais si excusable de l'être devenue, capable du reste de bons élans de cœur et de charité, surtout pour les petits qui n'entravaient pas son chemin. La reine, attentive d'abord à la rare intelligence de mademoiselle Hélène, s'était peu à peu laissée captiver par son grand talent de poète. Et puis, mère sans enfant, portant au fond du cœur le deuil éternel de sa propre fille, elle avait fini par aimer maternellement cette fille adoptive, si étonnamment douée. En l'honneur de la fête de la reine, la dernière fête qui lui fut souhaitée par son peuple, il y eut réception intime au palais l'après-midi, dans les appartements particuliers. Vers 2 heures, elles arrivèrent toutes, celles que la reine appelait ses filles, c'est-à-dire ces demoiselles d'honneur d'antan, plus ou moins élevées par elle, puis mariées par ses soins. Dans ce premier salon, où un grand orgue d'église montait au plafond sombre, la reine les attendait. Elles entraient une à une, par petits groupes, émergeant de la serre aux palmiers. C'était un éblouissement de les regarder apparaître, brodés et pailletés d'or, car Sa Majesté avait pour ce jour prescrit le vieux costume national et s'était elle-même vêtue d'un rigide drap d'argent avec le long voile archaïque. Parmi les arrivantes, je retrouvais beaucoup de mes commensales un peu oubliés, d'il y avait 3 ans, au féerique château de Sinaïa. J'échangeais avec elles des saluts ou quelques mots de gai revoir. Mais toutes ces figures d'élégantes frivoles, affolées de la mode du jour, tous ces jolis yeux noirs, curieux, scrutateurs, perfides, détonnaient plus que jamais avec ces costumes anciens. Et puis, je ne sais quoi, de déjà ingrat, de déjà haineux, de déjà cruel, était dans leur sourire à la reine, dans leur révérence de cour, dans leur baisement de main. Oh, je dis pas cela pour tout, assurément, car il s'en trouvait là de loyales et de fidèles, femmes de mémoire et de cœur, qui se discernaient des autres. Mais la plupart d'entre elles me glacèrent, vues tout à coup sous un jour imprévu. Et comme elle était changée, leur reine, depuis ces 3 ans, encore si jeune de visage en ce temps-là, et aujourd'hui abîmée par quelque inoubliable deuil, par quelque suprême déception, peut-être, amaigrie, vieillie, et le sourire désolé. Des musiciennes ziganes, laotaris, arrivèrent ensuite qu'on dissimula dans la serre aux grands palmiers. Sous les feuillages, inondés de soleil factice, qui, vu des salons obscurs, jouaient le jardin oriental, on n'apercevait que leurs têtes fauves, comme des Indiens embusqués dans la jungle, et leur musique en fièvre triste venait à nous très atténuée. Alors, toutes les dangereuses petites poupées pailletées d'or se formèrent en une longue chaîne charmante, pour commencer, par fantaisie, d'élégante moderne, une vieille danse populaire de ce pays appelée la hora. Elles prièrent la reine de danser aussi, et la reine, pour leur faire plaisir, le voulut bien, avec son inaltérable bonne grâce et toujours sa souriante tristesse. Au milieu de la chaîne arrondie en cercle,
Elle vint se placer, plus grande que toutes ses filles, et entièrement blanche, avec son drap d'argent et son voile de mousseline, parmi leurs pailletages et leurs broderies multicolores. Elle semblait une sérieuse et douce figure, échappée d'une fresque byzantine, ayant mis pour la première fois, sous son voile blanc, un bandeau à l'antique très bas sur le front. N'est-ce pas, avait-elle demandé le matin à ces demoiselles d'honneur, à mon âge, je ne peux plus m'habiller en roumaine sans le bandeau des vieilles. Et on n'en avait pas dépersuadé, tant ce bandeau lui allait bien. Avec un art et un charme qu'aucune de ses filles ne savait atteindre, elle dansa la danse lente et grave, qui semblait une sorte de pas rituel. Après, elles lui demandèrent de chanter, et elle chanta avec sa résignation à leur plaire. Elle chanta un vieux lied d'Allemagne qu'elle me pria de lui accompagner à l'orgue. Toutes les angoisses de son âme passèrent dans sa voix, et après qu'elle eut délicieusement chanté, il me sembla que, dans l'entour, quelques paires de jolis yeux méchants s'étaient adoucis et se mouillaient de larmes. Le soir, il me fut donné de prendre place pour la dernière fois à la petite table royale. C'était, au centre des appartements particuliers, dans une haute salle circulaire en marbre rouge, aux lambris de marbre noir, que décoraient des tableaux de sombres maîtres anciens. Un couvert tout simple sur une table ronde, juste assez grande pour les 6 personnes qui s'asseyaient autour. Le roi, la reine, le prince royal, 2 demoiselles d'honneur et l'hôte que leur majesté avait bien voulu admettre. N'eût été la splendeur austère du lieu et le nombre, le silence empressé, la livrée de cour des gens de service, on eût dit le plus intime repas de famille. Pendant la causerie de ces dîners, le roi se montrait de la plus affable et charmante bienveillance, ne gardant de son habituelle expression grave qui en imposait tant, qu'un pli profond tracé entre ses sourcils noirs. Ceux qui voient ce pli au front du roi, me disait la reine un jour avec un accent de tendre vénération, ne soupçonnent pas tout ce qu'il a fallu de pensée, de travail, de lutte et de souffrance pour le creuser ainsi. Mais ni la bienveillante simplicité des souverains, ni les figures jeunes du prince royal et des demoiselles d'honneur, ni même quelquefois leur rire discret à propos d'enfantillage, ne parvenaient à dissiper une tristesse spéciale qui tombait des hauts plafonds. La rotonde de marbre rouge avait vu par des portes s'embattant sur de grandes salles peu éclairées, dont la magnificence portait l'empreinte du goût sévère et affiné du roi. Entre autres, la bibliothèque, au fond de laquelle était allumé le fanal historique de la gondole des anciens doges vénitiens, et les 2 jeunes filles, rendues plus nerveuses par la vie un peu séquestrée du palais, plongeaient de temps en temps leurs yeux dans ces lointains, avec de vagues inquiétudes d'apparitions et de fantômes. Et qu'est-ce donc qui causait tout cela? C'était peut-être cet isolement de la vie extérieure. C'était peut-être, autour de nous, cet espace vide, magnifique et obscur, que gardaient des sentinelles, et ce silence, silence lourd, au milieu d'une des villes du monde où le roulement des voitures est le plus fiévreux et le plus continu. Vraiment, on sentait dans l'air quelque chose de particulier, que les grands dîners de cour étincelants de lumière ne donnent jamais, et qui était comme le mal des palais, l'oppression de la royauté. À côté du prince héritier, chaque soir, à la petite table familiale, s'asseyait mademoiselle Hélène. Et de ce continuel voisinage commençait déjà sans doute à naître un sentiment qu'il eût été facile de prévoir.
qu'un prince de 24 ans, maintenu austèrement à l'écart des plaisirs de son âge, vivant d'une vie de travail intellectuel et de manœuvres militaires, s'éprenne d'une jeune fille gaie, brillante d'esprit et intelligente supérieurement, la seule du reste qui lui soit permis de voir dans l'intimité, c'est la chose la plus naturelle du monde. Ce roman, qui s'ébauchait là et qu'une certaine presse a cherché à défigurer, était donc simple et honnête au premier chef. Et la pensée d'un mariage, si contraire qu'elle fût aux règles établies, devenait la seule qui pût se présenter à un jeune homme élevé comme le prince royal dans des idées puritaines et entouré d'irréprochables exemples. Mademoiselle Hélène n'était point d'ailleurs pour exciter les entraînements d'amour qui passent, mais bien plutôt pour fixer peu à peu et retenir par son intelligence toujours en éveil. Je devais partir la nuit suivante pour Constantinople, et je me souviens du serrement de cœur que j'éprouvais en prenant congé de la reine, en quittant ce palais où je pressentais si bien de ne plus jamais revenir. J'ignorais où était le danger et de quel côté le mauvais vent commencerait à souffler, mais de cette dernière journée et de cette fête m'était resté comme un froid au fond de l'âme. En regardant les petites invitées, au départ baiser la belle main royale, j'avais entrevu chez celle qui le plus dévotement s'inclinait des duretés et des haines, et chez la souveraine qui leur souriait une clairvoyance nouvelle, une indulgente mais infinie méfiance. Un an plus tard, la reine, très gravement malade, emmenée d'abord dans le sud de l'Italie, venait d'être transportée à Venise. Il lui fallait, disait-on, l'air marin atténué et la constante humidité des lagunes. En réalité, l'exil était commencé. Et c'est là, à Venise, qu'il me fut permis de venir la voir, mais pour la dernière fois. Venise, vendredi 14 août 1891. Venise, un matin d'août au petit jour naissant. Mandé par Sa Majesté, j'arrive de Nice où j'étais pour passer ici 2 rapides journées, tout ce que me permet de liberté le service d'escadre. On commence à peine à bien voir clair quand je descends de l'express de Gênes à cette gare de Venise qui semble une petite île. Les choses sont vagues encore dans cette demi-lueur cendrée d'avant le soleil, sorte de brume lumineuse, couleur gris de lin des extrêmes matins d'été. Au quai de la gare, je monte dans l'une quelconque de ces gondoles noires fermées en sarcophage flottant, qu'on loue ici comme ailleurs on louerait une voiture. Nous partons sur l'eau morte des rues, nous engageant tout de suite dans de vieux quartiers en dédale, où nous reprend un reste de nuit entre de hautes maisons centenaires, lézardées, noirâtres, qui dorment encore. Et le silence de ces rues pleines d'eau fait songer à quelques lugubres villes d'Is, très anciennement noyées, mais qu'à présent la mer abandonnerait. Puis, à un tournant, tout à coup, de l'espace et de l'air, où des lueurs d'aube reviennent, et c'est la magique splendeur du grand canal apparaissant avant son réveil dans une absolue mobilité, dans une uniforme teinte gris-perle, avec, çà et là, sur l'eau de ses palais, un peu de rose d'aurore. Mais toute cette merveilleuse Venise, je la revois ce matin en la regardant à peine. Elle a tout juste la valeur d'un accessoire charmant, d'un cadre un peu idéal, pour la figure doucement triste de la reine, pour la figure de la fée que je suis venu retrouver ici. Un nouveau tournant, un tournant sombre, nous replonge dans la demi-nuit. Pour la seconde fois, nous nous enfonçons dans les rues étroites, entre les vieilles constructions de marbre qui émergent, toutes noirâtres de l'eau morne.
toujours le silence matinal et le sommeil. Quand par hasard, un peu dans le lointain, aux abords de quelque carrefour obscur, sentant un bruit cadencé de rames, mon gondolier pousse un long cri d'avertisseur qui se répercute entre les marbres humides des murs. Ces rues sans passants ont des sonorités de caveau. Quelqu'un d'invisible répond, et bientôt apparaît une autre gondole, aussi noire et fermée que la mienne. Les deux sarcophages se croisent après des règles fixes, glissent l'un près de l'autre, sans frôlement. L'esprit de plus en plus ailleurs à mesure que j'approche, je ne me suis occupé ni de la route ni de la direction suivie, je ne regarde même plus. Et voici que nous allons passer sous ce pont des soupirs, dont le nom est aussi démodé qu'une vieille romance, mais qui demeure une chose assez impressionnante à voir si inopinément reparaître. Et l'espace s'ouvre large, lumineux et rose, devant nous qui sortons de l'obscurité. C'est la grande lagune, c'est brusquement tout, toute la splendeur de Venise. Près de nous, le palais des Doges et le lion de Saint-Marc. Là-bas, sur l'autre rive, assis au milieu des eaux dorées comme une île féerique, Saint-Georges majeur avec son campanile et son dôme étincelant sous le soleil qui se lève. C'est tout cela qui est une éternelle et classique merveille, et que connaît chacun pour l'avoir vu peint 1000 fois partout. C'est tout cela, mais dans un tel éclat d'aurore et d'été, qu'en aucun tableau, je crois, on a osé y mettre tant de surprenantes couleurs, tant de roses, de rouges, d'orangés pour les lumières et tant de violets et d'iris pour les ombres. Nous sommes arrivés d'ailleurs, nous abordons à l'hôtel d'Agnelli où la reine habite. Cet hôtel d'Agnelli, où jadis la République de Saint-Marc recevait ses ambassadeurs, est un palais gothique, l'un des plus beaux de Venise, faisant suite à celui des Doges et dans le même alignement que lui. Intérieurement, il a gardé ses escaliers de marbre, ses parquets de mosaïque et 2 ou 3 salles au plafond somptueux. Mais en ce temps de démocratie, il est devenu un vulgaire hôtel où tout le monde peut descendre. Pour la reine et les quelques personnes de sa suite intime qui l'accompagnent encore, on a loué tout le premier étage, où se trouvent les grands vestibules et les anciens salons d'apparat. Des visages amis qui m'accueillent à l'arrivée ont pris quelque chose d'attristé, d'inquiet, qui n'avait pas jadis à Bucarest. Le secrétaire de la reine, son médecin, une demoiselle d'honneur, mademoiselle Catherine, oh, une sincère et une fidèle, celle-là. Qu'elle me pardonne de l'avoir à moitié nommée et de saluer ici, en passant, sa discrète et inébranlable adoration pour la souveraine. Vers 10 heures, on vient m'avertir que la reine peut me recevoir. La salle où l'on me conduit est gardée par de braves vieux serviteurs que je reconnais, pour les avoir vus souvent à Bucarest, m'ouvrir les portes des appartements de Sa Majesté. Tout au fond du grand salon, dont les portes sont surmontées de couronnes royales, dont le plafond encore magnifique supporte d'immenses lustres en verre de Venise, la reine, en robe blanche, est étendue dans un fauteuil et me sourit pour la bienvenue avec son exquise bonté. Mais comme son visage est changé, amaigri, depuis le printemps dernier, il semble qu'il ait vieilli de 10 années. Elle est si malade, m'a dit ce matin mademoiselle Catherine, si malade. Et puis elle marche plus. Il faut la porter ou la rouler dans son fauteuil. Et c'est fini de sa belle taille droite, de sa belle allure de reine. À ses pieds, assise sur un tabouret, un petit enfant câlin, est mademoiselle Haleine, vêtue d'une robe en drap rose, très simple, son œil noir toujours vif et inquisiteur.
Il y a dans son attitude comme un semblant d'affectation à jouer à l'enfant gâté, à la fille de cette adorable mère. Et j'ai remarqué autrefois du reste qu'en l'absence de la galerie, son attitude vis-à-vis de la reine était toujours plus froide et plus réservée. Oh, ceci n'est point pour l'accabler. Si peu de femmes sont capables de se montrer tout à fait elles-mêmes, sans une pose un peu affectée, sans un calcul d'effet même inconscient. Je ne mets point en doute d'ailleurs qu'il n'y ait eu chez elle un attachement sincère pour cette mère adoptive, et qu'elle n'ait versé de vraies larmes en la quittant pour jamais. Autour de la reine, il y a tout le petit groupe, jusqu'à un certain point fidèle, qui l'a suivi dans son triste départ, et qui constitue ici sa cour en tout 8 ou 10 personnes. Et on cause presque gaiement, mais sans complète confiance. La reine me dit en riant ceci qui n'est pas loin de devenir une vérité. Nous sommes, vous savez, les exilés de Venise. Et elle ajoute avec une nuance plus triste. Nous sommes même, à ce que d'aucuns prétendent, un petit groupe de malfaiteurs vis-à-vis de l'Europe. Il me faut ici indiquer en quelques mots quelle était à cette étape précise la situation de mademoiselle Hélène à la cour de Roumanie. De simple demoiselle d'honneur que je l'avais connue jadis, je la retrouvais maintenant fiancée au prince royal. Il est vrai, les chambres n'avaient jamais donné leur consentement à ce mariage, et le roi venait de retirer le sien. Mais rien n'était rompu, cependant, puisque le prince royal, rappelé par sa famille en Allemagne pour être soumis à une sévère retraite dans son château héréditaire, n'avait rendu à mademoiselle Hélène ni sa parole, ni ses lettres, ni sa bague de fiançailles. La reine qui avait tant désiré l'union de ses 2 enfants adoptifs, et qui, pour avoir poussé à cette mésalliance, s'était attiré la défaveur de tout son peuple, ne désespérait pas encore. Les journaux d'Europe commentaient, la plupart avec malveillance, cette situation étrange. Et mademoiselle Hélène, après avoir entrevu le trône, après avoir vécu 4 mois dans ce rêve enchanté, commençait à sentir tout s'effondrer à présent, comme au réveil. C'était la première fois que la reine m'apparaissait ainsi, hors de son cadre spécial, sortie de ses appartements de là-bas, de Bucarest ou de Sinaïa, où se justifiait si bien la maxime d'élégance, posée je crois par Hugues de Goncourt, la distinction des choses autour d'une personne donne la mesure de la distinction de cette personne elle-même. Ici, par lassitude de tout sans doute, cet immense salon pompeux, qui aurait pu être beau, avait été laissé tel quel, avec ses ornements d'autel garnis, objets modernes d'un goût atroce, bronze doré sous des globes, et détail tout à fait inattendu, le fauteuil banalement riche où sa majesté se n'est affaissée et languissante était recouvert d'un petit voile blanc au crochet. Seule la table de travail révélait encore la présence de la reine, était chargée de ces blocs allemands où courait si vite sa grande écriture franche et droite, et de tous les chers bibelots à écrire, chiffrés de ses initiales, timbrés de sa couronne. Toujours sa suprême ressource dans les désespérances, ces blocs dont les pages fébrilement noircies se déchirent à mesure. La reine, qui a écrit plus qu'aucun autre auteur de son temps, en a arraché par milliers de ces feuillets-là, sur lesquels sa plume avait couru, une de ces plumes dites sans fin, qui vont aider infiniment sans avoir besoin d'être retrempées dans l'encrier. Des poésies, des pensées, des romans et des drames, toujours conçus dans la fièvre, écrits dans la hâte extrême, dans l'effort épuisant pour étreindre
et fixer le plus rapidement possible tout l'inexprimé qui jaillissait à flots de l'imagination. Et de tant d'œuvres inégales, quelques-unes atteignent la sublime grandeur, d'autres restent incomplètes, bousculées qu'elles ont été par la germe naissant de l'œuvre suivante. Aucune n'est assez travaillée. La reine, professant en littérature, cette erreur que tout doit être prime sautier, écrit dans l'élan initial, et puis laissé tel quel, au mépris de ce travail si indispensable qui consiste à serrer de plus en plus sa propre pensée et à la clarifier pour le lecteur autant qu'on le peut. L'œuvre si considérable de Carmen Sylva, dont fort peu de fragments ont paru en français et dont la plus grande partie demeura à jamais inédite et perdue, aurait eu besoin de passer par la main d'un consciencieux élagueur. Et ainsi émondée, cette œuvre géniale aurait conquis le rang qu'elle mérite. Oh, je ne veux pas dire que telle qu'elle est ne soit pas charmante, cette œuvre de la reine. Elle a les hautes envolées qui sont interdites à tant d'habiles faiseurs de livres. D'ailleurs, jusque dans ses parties les plus faibles, la grande âme noble, vibrante et apitoyée se devine. Et pour ceux qui sentent et qui pleurent, cela suffit, sinon pour la foule des mandarins de lettres. On s'étonne même que cette femme, née princesse et couronnée reine depuis 20 ans, ait pu sonder ainsi toutes les douleurs humaines, comprendre à fond les humbles détresses des petits et des pauvres. Et comme on la sent partout, maternelle et déchirée, jusqu'au fond de son cœur de mère, ayant la bonté infinie des mères de douleur. On la sent indulgente aussi pour toutes les fautes, indulgente de l'indulgence sereine des âmes sans tache, exempte de la pruderie des impurs, considérant tout avec une rare largeur de vue et de pardon. Et c'est là du reste ce qui, en Allemagne, dans certains milieux étroits et pharisaïques, lui a fait d'implacables ennemis, de quelques-uns de ceux qui auraient dû la défendre et la chérir. Je crois que c'est à ce surmenage intellectuel, à cette pensée toujours en fièvre de sentir la plume trop lente à l'écrire, qu'est due plus encore qu'au chagrin la maladie qui la tient aujourd'hui affaissée sur ce fauteuil. À Bucarest et à Sinaïa, je me rappelle comment était organisée sa vie. De l'aile du palais où j'habitais, je pouvais chaque nuit voir briller là-bas, à la fenêtre d'une tour éloignée, sa lampe de travail qui s'allumait de 3 ou 4 heures du matin dans le silence et la paix fraîche d'avant-jour, et elle travaillait là jusqu'au moment où recommençait la vie des autres et où ses filles venaient ensemble y faire le gai salut matinal. Ensuite, sans fatigue apparente, elle reprenait sa journée de reine, qui jusqu'à 11 heures du soir était faite de représentations obligées, de charité inépuisable, de lourds devoirs et de continuels sourires. Sur cette table du salon d'exil, il y a un manuscrit qu'involontairement je regarde, et la reine, qui a suivi mes yeux, me dit de sa voix musicale aux inflexions délicieusement étrangères: « C'est mon nouveau livre auquel je travaille tant. Savez-vous que j'ai peur de ne pas le finir et que jamais il ne puisse voir le jour? Je l'appelle le livre de l'âme. Je vous en lirai des passages, si vous voulez. » C'est un plaisir rare que d'entendre lire la reine. Rien que le son de sa voix, d'ailleurs, berce et apaise comme le chant d'une fée. « Oh, mais pas ici, » reprit-elle, me voyant empressée d'accepter et d'écouter. « Non, 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 ce n'est pas. C'est ça, cet après-midi, en gondole. Car vous savez, je passe mes journées sur l'eau. Cela fait partie de mon traitement de pauvre malade. Pour me tenir compagnie, vous allez être obligé de faire comme moi, de vivre errant sur les lagunes pendant tout votre séjour à Venise. »
Le livre de l'âme. Sur la table de la souveraine, je regardais le manuscrit inachevé, pressentant, rien que d'après le titre, ce qu'il devait être. Sorte de chant du cygne, chef-d'œuvre de douleur qui n'aura jamais été entendu que par un tout petit nombre d'intimes et dont les feuillets ont peut-être été déjà détruits. Et la reine ajouta avec un sourire résigné, la voix adoucie d'un immense pardon pour tous ses ennemis. Maintenant, il faut que je vous prévienne de vous méfier. C'est le livre d'une folle. Car vous savez que ma tête, à ce qu'il paraît, et de sa belle main amaigrie jusqu'à la transparence, elle décrivit 2 ou 3 cercles dans l'air devant ses yeux, pour indiquer, en riant tout à fait maintenant, que sa tête était accusée de tourner beaucoup. En effet, tout un parti cherchait alors à insinuer que Sa Majesté avait perdu la raison. Et cela a été répété à travers l'Europe en des journaux plus ou moins salariés. C'était même une des moins pitoyables choses colportées en ce temps-là par une certaine presse sur le compte de la souveraine, qu'il fallait à tout prix accabler. On vint avertir que le déjeuner était servi, et alors je vis pour la première fois cette chose pénible qui maintenant se passait chaque jour. 2 domestiques chargés de ce service spécial se présentèrent pour enlever dans son fauteuil la reine qui ne marchait plus. « Oh merci, mais attendez, je vous prie, leur dit-elle avec une politesse si douce que je songeais à cette phrase écrite dans ses pensées. La vraie grande dame a les mêmes manières avec ses serviteurs qu'avec ses hôtes. Attendez, je suis mieux ce matin, et je vais essayer de m'en aller seule. » Avec lenteur d'un mort, elle se mit debout, droite et grande, ce qu'elle n'avait plus fait depuis des mois, et nous regarda tous en souriant d'un clair sourire qui disait « Vous voyez que c'est vrai, je suis bien mieux. » Et puis, délibérément, elle partit, cambrant comme jadis sa belle taille noble, et tout surpris, nous suivîmes le sillage de sa traîne blanche. À ce moment, dans les yeux de mademoiselle Catherine, qui marchait à côté de moi, je me rappelle l'expression qui passa toute de bonne joie, d'affectueuse espérance. « Oh, dit-elle, mais c'est incroyable, ce matin, notre reine !» Pourtant, cette joie ne devait pas durer, hélas. Et c'est d'ailleurs un des caractères de cette maladie, d'avoir ainsi des accalmies trompeuses. Dans la salle à manger, la reine ne se mit point à table, mais resta étendue. Sa place était sur un de ces canapés en pierre, dont les bras dorés représentent des cygnes. Elle recevait là des mains de mademoiselle Hélène, qui la servait avec une respectueuse sollicitude, des mets spéciaux en très petite quantité et dans de toutes petites tasses, comme pour une poupée. Aussitôt le déjeuner, on partit en gondole pour la longue promenade sans but, tranquille et berçante de chaque jour. Par le vieil escalier de marbre, les 2 mêmes domestiques qui s'étaient présentés ce matin descendirent la reine sur leurs mains réunies en chaise et la portèrent dans la gondole, qui attendait au seuil de l'hôtel. Pour regarder ce triste cortège, des gens étaient là, comme il s'en attroupe toujours pour voir passer les reines, une dizaine de touristes quelconques, et ils se levaient en silence. Une gondole noire, d'un noir de deuil, comme sont restées depuis les lois somptuaires toutes les gondoles de Venise, sur les bords des 2 traditionnels chevaux marins en cuivre brillant, et à l'arrière le grand dais noir à rideaux noirs, les gondoliers dans cette tenue qui sont l'opéra comique, qui est d'une forme ici pour tous les équipages de maîtres, chemise et pantalon blanc avec ceinture de soie bleue très longue et flottante. Sans leur indiquer de route à suivre, on ne leur commanda que d'aller lentement, et nous partîmes au hasard à leur caprice.
Bientôt nous fûmes perdus dans de vieux quartiers morts, dans le silence, dans l'ombre de maisons fermées et mystérieuses qui nous surplombaient de très haut le long de ces rues noyées, et nous avancions par petites saccades à peine perceptibles, sans bruit, sur l'eau stagnante, lourde et muette. La reine, toute blanche de costume et de chevelure, étendue avec sa grâce souveraine à l'ombre de ce dais noir, entre ces deux demoiselles d'honneur, était exquise et un peu angoissante à regarder. D'ailleurs, tout ce qui n'était pas elle nous semblait secondaire, n'était que cadre décor avec ce pressentiment que bientôt elle serait perdue pour nous. C'est d'elle seule que nous nous occupions, des pensées qu'elle exprimait, ou même des plus simples petites choses qui lui venaient à l'esprit de dire et auxquelles le son de sa voix donnait une suavité à part. Et de temps à autre passaient quelques vieux palais vénitiens que nous regardions quand même, ou, au détour d'une de ces rues inondées et pleines d'ombre, quelques merveilleuses échappées lointaines, très vite refermées, des dômes, des campaniles, du soleil, de l'or, tout de suite disparus. La reine, vraiment, redevenait presque gaie, ayant du reste ce principe qu'il faut toujours sourire, comme les dieux. Une certaine gaieté de dehors, me disait-elle un jour, est une chose de convenance, comme la toilette. On doit cela à son prochain et à soi-même, comme on doit de s'arranger pour être le moins possible désagréable à voir. Entre les rideaux noirs du dais, elle regardait aussi et semblait s'intéresser aux choses imprévues de la lente promenade. Maintenant, nous traversions un quartier populeux et pauvre, aux rues fortes étroites, éclairées comme des fonds de puits. Et c'était l'heure de la baignade, il paraît pour les petits enfants. Les parents, aux fenêtres, les surveillaient, tandis qu'ils se trempaient tous au seuil des portes dans l'eau immobile de la rue. Il y en avait de si comiques de ces très petits en maillot de bain que le franc rire de la reine reparut tout à coup, découvrant ses incomparables dents d'une blancheur de porcelaine. Et puis des silences revenaient, un peu accablés, sous les préoccupations de l'avenir obscur. Distraitement, et peut-être aussi avec une imperceptible nuance d'ironie, la reine demanda à mademoiselle Hélène « Ah, et les journaux? Qui les a vus aujourd'hui? Y a-t-il encore quelque chose de nouveau le concernant ?» « Ah oui, ma reine, au moins qui oubliait de vous informer votre majesté. Dans ceux de France, une si grave nouvelle. » Et après une pause qui nous rendit plus attentifs, elle reprit avec sérieux. « Il paraît que je me suis suicidé une troisième fois. » C'était si imprévu et d'une si irrésistible manière que la reine éclata de rire et aussi nous tous. « Oui, continua la jeune fille, du même ton d'imperturbable et un peu farouche moquerie, avec du laudanum. J'en ai bu, paraît-il, une quantité considérable, mais votre majesté prévenue à temps a réussi par ses soins à me rappeler à la vie. » À cette époque, en effet, les journaux annonçaient quotidiennement, avec de grands frais de détail, le suicide de mademoiselle Hélène. Cela jetait, pour elle-même, qui était moqueusement spirituelle, une pointe de comique tout à fait inattendue sur les angoisses de la situation. Et je me souviens de ce qu'elle me dit à ce propos, fière et grave cette fois. « Jamais! Comme une femme de chambre, n'est-ce pas? Ah, cela arrangerait bien des choses, j'en conviens, mais il est trop vulgaire pour moi, ce dénouement-là. » Et elle donnait à entendre que, plus dignement, elle saurait rentrer dans l'ombre, ce qui du reste a eu lieu depuis. À Venise, elle se sentait soutenue encore par tout le bruit qui se faisait en Europe autour de son nom. Elle était trop femme et trop jeune pour ne pas subir la griserie de cette romanesque aventure dont elle se trouvait être l'héroïne. La presse, il est vrai, avait converti l'histoire de cet amour, si honnête, si naturel et presque inévitable, en quelque chose de dramatique et d'étrange. Mais c'est égal,
passée pour une charmeuse, même un peu perverse et fatale, amusait encore par certains côtés l'imagination de mademoiselle Hélène, lui semblait dans tous les cas moins froidement lugubre que le silence de tombeau qui devait ensuite se faire sur elle, disparue de la cour et en défaveur pour jamais. Vraiment, notre promenade n'était plus triste. Le beau soir aidant, avec la magnificence du soleil d'août et tout l'or du couchant répandu sur Venise. Les gens, qui de l'ombre de leurs fenêtres regardaient passer cette belle gondole et se penchaient pour entrevoir entre les rideaux du dais la princesse blanche que l'on promenait en cet équipage, pouvaient bien entendre de temps à autre le bruit d'une causerie gaie. La reine d'ailleurs me paraissait avoir depuis un an parcouru plus de chemin encore vers le détachement suprême que donne la haute célérité et le sourire des dieux. Au crépuscule, nous étions très loin dans un faubourg solitaire, séparé de Venise par une large lagune. Le silence, la vieillesse des maisons et des quais, les étendues d'eau mortes autour de nous, subitement nous attristaient avec l'abaissement de la lumière. Une boutique d'antiquités étranges, ferrailles et verroteries vénitiennes, très poussiéreuse, attira notre attention au passage. Demandâmes à la reine la permission d'aborder ce quai désert et d'aller voir là-dedans les choses bizarres qui se vendaient. Petites aiguières étonnamment sveltes, petits coffrets ornés de signes de dauphins, nous découvrîmes là, en furetant dans cette poussière, quantité d'objets singuliers que nous achetions à mesure, très vite, pour ne pas faire trop attendre la souveraine, nous amusant à les tirer au sort quand par hasard s'élevait quelque conflit entre nous. Et mademoiselle Hélène, vraiment enfant alors, sans affectation visible, accourait à chaque acquisition nouvelle, montrait sa trouvaille à la reine et la déposait dans la gondole, dans les plis de la robe blanche, tandis que Sa Majesté, que nous avions contre toute étiquette laissé seule, souriait d'un joli sourire très maternel et très jeune à ce manège de petite fille. La nuit était presque tombée quand nous revînmes à l'hôtel d'Agnelli. Dans la belle pénombre d'été, qui gardait comme un reflet d'or du soir, la lune allumait son feu pâle. Les palais et les gondoles, leurs feux rouges, et toutes ces lumières commençaient à doucement danser sur l'eau calme et lourde, que ridaient seulement les avirons des gondoliers, sur l'eau où se réfléchissaient en découpures nettes les palais, les dômes, les campaniles, donnant partout une autre Venise, fantastique et tremblotante, qui apparaissait la tête en bas. Nous devions repartir aussitôt après le dîner pour une de ces promenades en musique qu'on appelle à Venise des sérénades. La reine, qui ne mangeait pas, qu'on soutenait avec je ne sais quelle préparation médicale, voulut rester dans sa gondole, étendue. Pria seulement qu'on fît pousser l'embarcation au large pour plus de tranquillité, et nous assura de son désir d'être seul, afin de nous obliger à monter tous dîner dans la salle à manger de l'hôtel. Nous revînmes en hâte. Notre musique, pendant ce temps-là, était arrivée, une large gondole éclairée d'une profusion de lanternes, et où s'étalait un double quatuor de cordes, un chœur et deux solistes, contralto et ténor. La gondole illuminée se mit en marche dès que nous fûmes assis dans celle de la reine, et nous la suivîmes. Le dais noir avait été enlevé et on pouvait, aux confuses clartés, apercevoir la fée blanche étendue sur ses coussins. Nous recommençâmes, dans le sillage de cette musique, une lente promenade errante comme celle du jour, tantôt naviguant par les rues larges au milieu des belles transparences nocturnes et des rayons lunaires, tantôt traversant en pleine et épaisse obscurité
quelques vieux quartiers lugubres. En une quantité d'autres gondoles, des promeneurs, de touristes, de gens quelconques, suivaient aussi, à chaque carrefour, à chaque tournant de lagume, s'augmentait notre cortège flottant, et tous ces inconnus silencieux qui glissaient derrière nous écoutaient la sérénade. Elle vibrait, facile, langoureuse, la musique d'Italie. Par instants, elle montait, en crescendo prévu, dans les tranquillités sonores de la nuit, en se répercutant entre les murs de marbre des palais, ou bien elle diminuait, semblait mourir peu à peu de sa propre langueur. Les voix étaient vibrantes et fraîches, conduites avec cette habileté qui est innée dans ce pays même chez les moindres chanteurs. La musique des peuples est faite pour être entendue dans son lieu d'éclosion, dans son cadre naturel de sonorité, de senteur et de ciel. Même cette musique italienne, qui d'une façon absolue est inférieure, peut devenir profonde et charmeuse d'âme, ainsi entendue la nuit, et ainsi vous arrivant avec des imprévus de distance et d'écho d'une gondole qui fuit toujours et que l'on suit, étendue d'une allure berçante et inégale, tantôt de près, tantôt de loin, au milieu des splendeurs de Venise, sous la lune et les étoiles d'été. Cela fait partie de mon traitement, disait en souriant la reine toute blanche. Je me soigne au grand air et aux chansons. Vous savez, l'influence bienfaisante de la musique sur... Et elle désigna du doigt son front. Dans l'Antiquité, rappelez-vous le roi Saül. Mais son ironie, tempérée par le son de sa voix, n'arrivait jamais à être amère. Et nous étions maintenant un long cortège de plus de 100 gondoles, une foule pressée qui frôlait en passant dans les rues trop étroites les pierres ou les marbres des murs. Et près de nous, dans des barques obstinément maintenues à côté de la nôtre, je me souviens de quelques belles jeunes femmes, très parées, vénitiennes ou étrangères, en mantelles de soie, que la lueur de fanaux permettait de vaguement voir à demi couchées sur des coussins. Du reste, on avait reconnu la reine. Son nom s'était répété de proche en proche, et la foule, sympathique à cette malade charmante, gardait une attitude discrète. Des gens se mettaient aux fenêtres pour regarder passer au-dessous d'eux la sérénade aux lanternes, et ils applaudissaient. Violons et violoncelles se mêlaient plus mystérieusement aux voix humaines pendant cette fuite à travers l'obscurité sonore. Sous le pont du Rialto, il est de tradition que les sérénades s'arrêtent. Là, plus étrangement qu'ailleurs, entre l'eau stagnante et la voûte de pierre, les sons vibrent en s'exagérant. Nous y fîmes une station très longue. Il y eut un duo triste, accompagné de chœurs, qui prit peu à peu une allure d'incantation dans ce lieu et dans cette nuit. De retour à l'hôtel d'Agnelli, quand nous eûmes pris congé de la reine et baisé sa belle main, il était 11 heures à peine. Par les fenêtres découpées du vieux palais, on voyait la lagune resplendir sous la lueur lunaire. Pas un souffle dans cette nuit d'août tiède et pleine d'éblouissement. Là-bas, en face, au-delà des nappes réfléchissantes, il y avait 2 Saint-Georges majeurs, l'un d'un gris lumineux qui montait dans l'air, l'autre plus noir et renversé qui descendait profondément. En haut, à la grande voûte bleuâtre et en bas dans les abîmes imaginaires, scintillaient des étoiles symétriques et pareilles. Et les silencieuses gondoles, dédoublées aussi par leur milieu, ayant 2 arrières et 2 proues, semblables à des découpures noires qui viennent d'être dépliées, passaient avec leurs fanaux rouges entre les 2 ciels
ayant l'air de se promener dans le vide et entraînant des plis moirés à leur suite comme de longues queues. Alors, pour la première fois depuis mon arrivée, je pris conscience d'être non plus en une Venise de rêve, comme celle aperçue entre les rideaux du dais où s'abattrit telle la reine, mais dans la Venise réelle qui vaut par elle seule qu'on vienne et qu'on admire. Et pour ne pas perdre une nuit si belle, je redescendis sur le quai et louai la première gondole venue, et prendre ensuite le large vers Saint-Georges, vers l'autre rive. Nous avancions lentement, n'ayant pas de but, éblouis par toute cette lueur de lune que reflétait l'eau miroitante. Et peu à mesure que nous nous éloignions du bord, la ligne des palais se dessinait mieux, s'étendait, se déployait, exquise, de contours spéciaux et rares. Ainsi enveloppée de nuit et de rayons de lune, Venise, la classique Venise, restée pareille à elle-même dans ses grands traits, redevenait la ville unique et incomparable, apparaissait merveilleuse comme au siècle passé. Samedi 15 août 1891. Splendeur de ciel et de soleil. Les cloches de Venise sonnant à toute volée pour l'Assomption de la Vierge. La reine, ce matin, plus triste, plus abîmée, plus vaincue. D'abord, c'était fini du mieux trompeur d'hier. Elle n'avait plus la force de redresser sa belle taille, et pour passer d'un salon à un autre, il lui fallut les deux sinistres porteurs. Une exécution qui venait d'avoir lieu lui avait fait mal. Une inquiétante femme de chambre au visage traître, que les demoiselles d'honneur avaient surnommée depuis longtemps Marino Falieri, venait d'être renvoyée en Allemagne, convaincue d'avoir soustrait et recopié, au profit d'on ne sait quel mystérieux ennemi, les lettres de la reine et des feuillets de son journal intime. Oh, pour qui a connu cette reine idéale, il est d'avance certain que ces pages ne pouvaient rien contenir qui, lues devant le monde entier, fût capable d'éveiller un doute sur sa droiture ni sur sa haute pureté. Mais çà et là des choses politiques dangereuses, des révélations inutiles et pour les uns et pour les autres, des vérités cruelles. Ce qui surtout épouvantait la reine, c'était de se sentir plus que jamais entourée d'ennemis anonymes, qui se tenaient tout près, dans une zone d'ombre, et pour lesquels tous les moyens étaient bons, même d'aussi lâches que celui-là. Et puis, d'Allemagne, un courrier encore venait de passer, sans apporter de lettre du prince royal. Un jour de plus, et sa réponse si attendue n'arrivait pas. La reine qui, dans sa loyauté un peu intolérante, se révoltait, lui avait écrit depuis bien des jours, l'adjurant de dire si oui ou non il retirait sa parole de fiancé, et dans ce premier cas, de rendre à mademoiselle Hélène ses lettres et la bague si solennellement acceptées. Le mariage, de fait, semblait rompu, mais le prince n'avait rien dit. Les jours, les semaines passaient, et il ne répondait point. À première vue, on est tenté de le trouver coupable. Mais cependant, avant de le juger d'après la loi commune, il faut songer à la raison d'État. Il faut se dire aussi qu'il était très jeune, qu'il souffrait peut-être, qu'on ignore absolument les luttes qui pouvaient se livrer en lui et les pressions qu'il pouvait subir. De même qu'il faut, avant de jeter un blâme sur l'ambition de mademoiselle Hélène, se demander quelle jeune fille au monde, ainsi aimée par un prince charmant, héritier d'un trône, mettrait pas tout en œuvre pour mener à bonne fin un tel mariage. À l'ardent soleil de 11 heures, la reine, ayant demandé d'être reportée dans sa chambre et laissée seule un long moment pour essayer du sommeil, nous sortîmes à pied dans Venise,
prenant par les quais et les arcades du palais des Doges, puis par les grandes places pavées, par tous les passages où il est possible, ici, de marcher comme en une ville ordinaire. Les deux demoiselles d'honneur de la reine, son secrétaire et moi, nous hâtons pour faire des courses, des acquisitions d'objets, et revenir avant le réveil de Sa Majesté, sans avoir perdu un moment de sa précieuse présence. Pour nous, c'était une de ces heures de détente et de réaction gaie, presque d'enfantillage, comme de temps en temps il en passe aux jours les plus inquiets de la vie, sorte d'école buissonnière que nous courions là, dans une ville, du reste où nos figures étaient suffisamment inconnues et notre innocente liberté tout à fait complète. Tous les marchands de la place Saint-Marc avaient déployé leurs tentes blanches, un soleil d'Afrique éclairait notre promenade empressée, dardait sur les innombrables étalages de verreries, sur les boutiques des bijoutiers toutes rouges de corail, étincelait partout sur la cathédrale et les palais, chauffait, brûlait cet amas de mosaïques et de statues qu'est Venise. Quelques passants, toutefois, se retournaient, ayant à peu près reconnu mademoiselle Hélène, l'héroïne romanesque du jour. Et elle, l'âme endormie, ce matin-là, ou plus soigneusement dissimulée, paraissait s'amuser de tout en chemin, comme une petite fille. Il nous arriva même, au souvenir de la nouvelle annoncée par les journaux d'hier, d'imaginer un suicide à quatre, avec d'horribles détails, là, au milieu de cette place Saint-Marc, dénouement dont la presse, à coup sûr, eût été ahurie. Un peu reposée, la reine, au réveil, reçut une lettre du roi, annonçant que bientôt allaient finir les travaux politiques qui le retenaient en Orient, et qu'il pourrait venir dans peu de jours à Venise. Elle semblait réconfortée un peu par cette idée de le revoir. Au dîner de midi, elle exigea de nous, comme d'enfants qui reviennent de la récréation, le détail de nos courses. Achats, étouffement de soleil et même projet de suicide, écoutant tout avec un sourire indulgent, presque amusé. Et dans ses yeux respiraient encore par instants des expressions rieuses d'autrefois. Autant plus heureux, c'était un des indices et un des charmes de sa nature profonde, ces furtifs abandons de gaieté, même de fou rire, à propos toujours des plus incohérentes, insaisissables et enfantines petites choses. Du reste, les natures impassiblement correctes, auxquelles ce genre de rire et d'enfantillage est reconnu, sont presque toujours sèches et bornées, ou tout au moins banales, et de très ordinaire envergure. Puis nous repartîmes pour la quotidienne promenade en gondole. La reine, sur ma prière, avait bien voulu emporter le manuscrit du livre de l'âme pour nous en lire des passages pendant la route. « Oh, plus tard, disait-elle, ce soir, quand nous serons dans un endroit écarté, un peu loin et au large, je suis si fatiguée. » Et son sourire, maintenant très résigné, très doucement triste, semblait demander grâce. Pour tout, même pour les choses de l'esprit qui autrefois la charmaient. D'abord, nous ne parlions pas, respectant cet accablement de la reine. Mais peu à peu, sous l'effort de sa volonté, la vie reparut dans ses yeux et dans sa voix, tandis que nous glissions toujours de la même allure cadencée dans le vieux quartier si triste aux fenêtres bardées de fer. Sa conversation intermittente au début, faite de courtes phrases épuisées, s'anima par degrés, reprit son intensité habituelle, et nous en vînmes, par je ne sais quel enchaînement léger, à causer des religions hindoues, du bouddhisme et de son nirvana. Alors une discussion s'engagea entre Sa Majesté et moi sur les questions de survivance d'âme et d'éternel revoir.
Oh, la réalité de ces choses, hélas, nous ne la discutions pas, mais seulement les formes plus ou moins consolantes, sous lesquelles les livres qui se disent révélés les ont présentés aux hommes. Et je soutenais, par attachement de cœur, par douce tradition d'enfance, l'ineffable leurre chrétien, convaincu alors, comme maintenant, comme toujours, que jamais plus radieux mirage ne viendra enchanter les heures de souffrance et de mort. Et je le sais, quel malentendu s'éleva, quand pourtant nous étions au fond du même avis. La petite cour intime, là, dans la gondole, surenchérissant sur les paroles de la reine, avait l'air d'insinuer que dans ce livre de l'âme, qui me serait lu tout à l'heure, des choses étaient contenues qui surpassaient en consolation le christianisme. La reine, l'esprit distrait sans doute, les laissait soutenir leurs propositions audacieuses et parlait presque dédaigneusement de cette foi qui pendant des siècles a donné aux mourants la paix souriante. Eux, les initiés, les instruits par ce livre de l'âme, avaient autre chose de plus apaisant et de supérieur qui leur faisait prendre en pitié l'Évangile. Cela me semblait d'une puérile vanité, comme un blasphème d'enfant. Et la reine, tout à coup, m'apparaissait amoindrie par l'orgueil de son livre, et cette déception inattendue sur elle m'était péniblement triste. Alors je me mis à défendre le christianisme avec une violence subite, comme si on m'eût outragé moi-même. Un silence retomba, embarrassé, désenchanté. La gondole glissait toujours à travers les quartiers vieux de Venise, sur une eau stagnante entre des ruines. Comme hier, c'était l'heure du bain, et des petites filles de temps en temps sortaient des maisons, s'amusaient à nous suivre à la nage, et tout près de nous, on voyait émerger de l'eau leurs têtes rieuses, comme les petites sirènes. Maintenant nous étions loin, sur une vaste lagune, isolée de tout. Venise s'était beaucoup abaissée là-bas, sur son tranquille miroir. Les dômes et les campaniles avaient, dans cet éloignement, repris leurs proportions vraies. Ils surgissaient très grands au-dessus des maisons en groupes confus. Les demoiselles d'honneur déclarèrent que le lieu était choisi pour s'arrêter et pour ouvrir ce livre de l'âme qu'on avait apporté aussi religieusement que les tables de la loi, mais dont je redoutais la lecture à présent comme d'une chose vaniteuse et folle. Cependant la reine, qui seule de nous avait gardé son sourire avec sa sérénité de grande dame, répondit que c'était trop tôt et que d'abord il fallait faire bourgeoisement notre goûter, comme de braves gens en partie de plaisir. Sur un signe de sa main, les deux gondoles qui nous suivaient, portant le reste de la petite cour, accostèrent, l'une à droite, l'autre à gauche, la gondole royale et sa majesté, ouvrant elle-même un panier où ce goûter était contenu, commença à nous distribuer nos parts, s'amusant à nous traiter en tout petits. Ensuite vint le tour des gondoliers qu'elle servit elle-même, de ses belles mains presque diaphanes. C'étaient des pains, des gâteaux et de ces beaux fruits d'Italie, raisins et pêches, tout dorés de soleil. Ici je me rappelle un incident infime, mais qui suffirait à lui seul pour donner sur le caractère de la reine une indication absolue. Elle avait sur ses genoux, sur sa robe blanche, jeté un petit manteau à plusieurs collets superposés en drap gris presque blanc. Une pêche trop mûre tomba dessus, s'écrasant un peu. « Oh !» dit-elle, moitié sérieuse. « Voyez quel malheur m'est arrivé. Oh, justement, je l'aimais tant, ce petit manteau. » Quand je le lui rendis, après l'avoir secoué au-dessus de la mer, je lui fis remarquer que la tache laissée par cette pêche ne serait presque rien, et que d'ailleurs on ne la verrait pas du tout, puisqu'elle se trouvait précisément à l'envers d'un des collets.
Oh, mais qu'on ne la voie pas, cela m'est égal, mais moi je saurais qu'elle y est. Alors c'est fini, vous comprenez bien. Toute sa loyauté dans cette réponse, et aussi toute sa pureté d'hermine. Le soleil d'été flambait toujours et très bas quand la reine commença la lecture promise du livre de l'âme. Sur Venise éloignée, des tannes de cuivre et d'or se répandaient déjà. Nos trois gondoles, au repos, se tenaient réunies sur la lagune large où aucune autre barque ne passait. Avant de commencer, la reine me jeta un regard de reproche, à la fois très beau, un peu malicieux, et parfaitement sûr de lui-même. Puis sa voix, incomparablement charmeuse, se mit à vibrer lentement. Elle lisait, comme toujours d'une façon à part, qui berçait et apaisait comme une sereine musique d'église. Oh, volontiers on se serait laissé aller à n'écouter que la voix, on y eût trouvé plaisir, même si le livre eût été décevant à comprendre. Mais j'avais l'esprit tendu un peu anxieusement au sens des moindres paroles. Beau, qu'il était beau ce livre, et différent de ce que j'avais redouté qu'il fût. Non, rien de dogmatique, ni de subversif, ni de présomptueux. L'âme humaine pénétrée, fouillée d'une façon nouvelle et inconnue, mais partout une grande humilité dans la souffrance. De courts chapitres dont chacun développait une pensée rare et profonde, avec une poésie grandement simple comme celle de la Bible. De temps à autre, des choses d'abîme, chantées en une sorte de langue d'Apocalypse. Toute la consolation qui exhalait de cette plainte infinie était dans la résignation douce qu'on y sentait mêlée, et aussi dans la pitié pour les plus humbles frères. Il était, ce livre, une forme nouvelle et suprême de prière, l'appel angoissé de toute une humanité vers un Dieu. Mais il avait l'orgueil de rien détruire ni de rien constituer, de rien promettre. Et songez que ce livre, presque constamment génial, où elle avait mis le plus vivant de sa grande âme, est sans doute perdu aujourd'hui, déchiré, brûlé, que les hommes ne le liront jamais. De temps à autre, la reine s'arrêtait. Oh, je suis si fatiguée, disait-elle, si fatiguée. Et sa voix, à un moment, semblait mourir. Oui, fatiguée, épuisée de souffrir par les autres. Cela se voyait plus que jamais à sa figure incolore, blanche, comme ses cheveux et comme sa robe. Ensuite, la musique de la voix reprenait encore dans une envolée nouvelle, chantant les choses mystérieuses de l'âme. Et je me souviens de ma surprise quand, à un moment, mes yeux tombèrent sur les gondoliers. Immobiles, penchés du côté de la reine, ne pouvant saisir que le charme du son et du rythme, ils écoutaient tout de même, captivés, ayant l'impression de quelque chose de religieux et de supérieur. La lumière baissait toujours, le large soleil rouge venait de s'abîmer derrière un coin de Venise, c'était le crépuscule. Dans une mince pirogue, deux bizarres petites femmes s'étaient approchées de nous, frêles et laides, de je ne sais quel monde, de je ne sais quel âge, maniant la pagaille dans cette pirogue comme des sauvagesses et vêtues de costumes de bain anglais. Arrivées tout près, elles se jetaient à l'eau, venaient à la nage jusqu'à toucher nos gondoles pour écouter un instant la voix de la reine, d'un air étrange et mauvais, puis plongeaient, reparaissaient ailleurs et ne revenaient encore. « Je n'y vois plus, » dit la reine. Alors les gondoliers enlevèrent le dais, et la fée blanche apparut mieux à la lumière finissante. Sa voix aussi s'éteignait.
Au fond, sur le ciel jaune pâle, Venise se découpait maintenant en noir. Dans ce crépuscule, les deux petites créatures, qui plongeaient et replongeaient sans bruit, faisaient l'effet de mauvais esprits moqueurs du soir, tenus quand même là, sous le charme de la voix délicieuse. Nous disions: c'est assez, votre majesté est épuisée, nous la supplions de ne plus rire. Enfin, le manuscrit tomba des mains de la reine, il faisait nuit. De retour à l'hôtel, la reine, réellement à bout de force, se fit porter aussitôt sur son lit, et je fus privé de cette dernière soirée que j'espérais passer près d'elle. Je quittai Venise le lendemain matin, et elle m'avait promis de me recevoir un instant dans sa chambre avant le départ. Quand je me penchai pour lui baiser la main au moment où les deux porteurs l'enlevaient dans son fauteuil, je ne me figurais pas que je la voyais pour la dernière fois. Retiré dans ma chambre, je reçus un moment après d'un domestique fidèle à Sa Majesté une de ces enveloppes grises timbrées de son chiffre et de sa couronne. J'en retirai une feuille arrachée à quelqu'un de ces blocs dont elle se servait toujours, et sur laquelle était écrit au crayon, de sa grande écriture élégante et nette: « À présent, vous ne pensez plus, n'est-ce pas, que mon livre veuille être plus consolant que le christianisme? Non, il ne veut être que vrai. D'ailleurs, si peu de gens arrivent au christianisme réel, j'ai vu tant de mensonges sous cet admirable manteau. Laissez-nous passer par les phrases de développement intellectuel que nous sommes probablement prédestinés à traverser. Ne craignez rien. Nous sommes trop honnêtes pour sombrer. Carmen Sylva. Je restai longtemps à ma fenêtre, accoudé au balcon de marbre gothique, regardant la féerie du clair de lune d'été, à mes pieds sur Venise. Je songeais à la destinée sombre de cette femme admirable et vénérée. Je revoyais en souvenir dans le grand palais de Bucarest les mauvais yeux de toutes ces filles, le jour de sa fête, de ces filles qui lui doivent tout et qui lui en veulent de ce qu'elle n'ait pas fait plus encore. J'ignore quelles erreurs politiques a pu commettre cette reine pour en avoir encouru une telle défaveur dans ce pays auquel elle avait donné sa bonté, son cœur, sa vie. D'ailleurs, il ne m'appartenait pas de les juger. Il est une seule faute que je vois bien: avoir voulu ce mariage, avoir cru qu'une jeune fille, égale de tant d'autres qui enviaient sa faveur, pourrait dans sa propre patrie devenir reine. Et cette faute a probablement été la plus dangereuse de toutes. C'est celles que n'ont pas pardonné ne pardonneront jamais, toutes ces petites poupées charmantes qui, il y a un an, dansaient la hora en longues chaînes pailletées et dorées autour de leur souveraine. C'est là l'origine des haines déchaînées, de ces haines féminines qui ne reculent devant rien et qui savent peu à peu entraîner toutes les autres. Et je sentais une immense pitié attendrie pour cette reine, un désespoir de mon impuissance à la défendre, à seulement même la venger un peu. Dimanche 16 août. Une demi-heure avant mon départ, je descends pour ma visite d'adieu matinale à la reine. Mais en bas, dans le grand salon, je trouve les demoiselles d'honneur qui m'attendent. La reine, disent-elles, est plus malade, beaucoup plus malade. Toutes deux ont passé la nuit à son chevet. Elle ne peut me recevoir. Alors je me mets à lui écrire tout ce que je leur ai dit dans cette causerie de grand adieu. Puis je confie ma lettre aux deux jeunes filles et une gondole m'emmène à la gare. Déjà monté dans le wagon qui doit m'emporter à Gênes, je vois venir, le front en sueur, un facchino
qui avait couru après moi. Il me remet une enveloppe grise au timbre royal et j'en retire un feuillet crayonné. Puis à peine écrire, étant plus mal et tout à fait au lit. Votre enthousiasme, au contraire, nous a fait tant de bien. Mais j'aurais voulu reprendre l'altercation plus calmement. Vous n'auriez pas eu d'effroi, vous auriez vu combien le christianisme est encore chaud et fort en nous, et nos espérances vastes et larges. Ne craignez pas de petitesse dans votre cercle de fervents. Carmen Sylva. Et c'est la dernière des dernières fois que j'ai vu l'écriture de la reine. On ne sait quel sombre silence s'est fait autour d'elle, quel rideau de plomb a été baissé devant son clair visage. Vaguement, j'ai appris qu'elle avait été emmenée pour des mois de repos et de solitude au bord d'un lac italien, loin de tous ses fidèles d'autrefois, et que maintenant elle est dans un triste château des bords du Rhin. Pierre Loti, charmeur de serpents. À Tétouan, la ville blanche, c'était le printemps, le crépuscule de mai, la paix des immobiles soirs roses. Sur les terrasses, sur les vieux petits dômes, sur l'ensemble des vieilles petites maisons centenaires, s'étendait la blancheur infinie des chaux, partout s'étendait le mystère de ce même linceul blanc. De lents promeneurs, vêtus de nuances exquises, passaient en regardant dans leurs rêves, et leurs longs yeux noirs, magnifiques, ne semblaient pas voir les choses de la terre. Le couchant éclairait d'or, éclairait rose, et dans les replis des vieilles maisons presque sans forme et sans âge, les chaux peu à peu bleuissaient comme des neiges à l'ombre. Il y avait des passants jaunes d'or, vert pâle ou couleur de saumon, des passants bleus et des passants roses, d'autres qui avaient choisi de plus rares et d'indicibles teintes, tous majestueux et graves, visages de bronze et regards intensément noirs. Çà et là, des touffes de fraîches plantes de printemps, des coquelicots, des résédas, des boutons d'or éclataient, posés et fleuris au hasard, sur les vieux murs, sur la neige bleuâtre des vieux murs. Mais le blanc mort des chaux dominait tout. Il semblait éclairer, renvoyer de la lumière, atténuée vers le profond ciel doré qui n'en était déjà rempli. Nulle part n'existait d'ombre dure, ni de contour accusé, ni de couleur sombre sur cette blancheur de tout. Les êtres vivants qui se mouvaient avec lenteur ne faisaient passer que des teintes claires, étrangement claires, fraîches comme dans des visions non terrestres. Tout était adouci et fondu dans de la tranquille lumière. Il n'y avait de noir que tous ces grands yeux de rêveurs. D'un peu loin, on entendait préluder la flûte triste, triste, et le tambourin sourd des charmeurs de serpents. Alors les lents promeneurs, qui d'abord marchaient sans but dans ce blanc des dalles, se dirigeaient peu à peu vers le même point, répondant à l'appel de cette musique. À un grand carrefour, au faîte de la ville, ces charmeurs s'étaient placés. On voyait de là, dans les profondeurs qui bleuissaient, des successions de lignes blanches presque sans contour, qui étaient des terrasses, quelque chose comme un éboulement de blocs de neige qui étaient Tétouan, à demi perdus dans la vapeur du soir de mai. Les hommes aux longs vêtements faisaient cercle autour des charmeurs. Et les charmeurs, nus et fauves, chantaient et dansaient en agitant leurs chevelures bouclées, dansaient comme leurs serpents en tordant leurs bustes souples d'après leur musique de flûte. Et tout était beau, depuis le ciel jusqu'au plus humble chapelier aux bras de bronze, qui regardait en rêvant, sans voir. Et moi, je restais là, au milieu d'eux,
n'appréciant plus les durées, charmé comme eux, et par hasard me reposant un peu parmi ces immobiles ignorants des heures qui passent. Et ces tambourins, ces flûtes tristes, et toute cette Afrique exerçaient sur moi leur charme berceur, aussi magiquement qu'autrefois dans mes plus lointaines années jeunes. Vraiment, c'est toujours ce pays qui me chante, sur le rythme le plus doux, l'universelle chanson de la mort.